Super. Donc, c'est un webinar, comme je disais, qui sera enregistré. Donc, l'enregistrement a démarré. Donc, ce qu'on vous demande, si vous avez des questions en cours de route, eh bien, c'est d'utiliser soit le chat dans l'onglet conversation pour nous poser vos questions et puis on y répondra à la fin. Et puis, on se laissera aussi un petit temps à la fin du webinar pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le chat ou si vous voulez prendre la parole. Le temps du webinar, on a désactivé vos micros. Et donc, on est parti ensemble ce matin pour vous parler du DevOps et orienter cette présentation sur les avantages du DevOps, notamment pour les clients. Donc, on va démarrer en se présentant. Moi, je suis Carole, je suis la directrice commerciale du pôle hébergement chez Access. Et donc, je m'occupe de tous les projets d'hébergement, notamment ceux dont on va vous parler ce matin. Et donc, moi, je représente dans ce webinaire le côté Ops du DevOps. Et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Sylvain, que je vais Donc, laisser se présenter. Bonjour à toutes et tous, Sylvain Moreau, je suis le directeur commercial d'Access Open Web Service, le centre d'expertise open source d'Access, et je représente, comme l'a dit Carole, le côté dev de la tête et les jambes. À vous de deviner qui est la tête et qui est les jambes. C'est un autre débat que nous ne trancherons pas ici, et on va vous présenter juste après nos structures, et je vais laisser Carole vous parler du plan de ce webinaire. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est le DevOps, en quoi ça consiste concrètement. On a choisi dans un premier temps de définir le sujet, qu'on parte tous sur la même définition, vous parler un petit peu méthodologie, outils, de voir concrètement quel avantage cela représente pour le client et puis grâce à nos différents projets, nos retours d'expérience, de vous montrer des cas concrets, des exemples de comment se pratique le DevOps au quotidien pour nos équipes. Et donc, on va commencer tout de suite par une présentation. Nous, que ce soit donc Sylvain et moi, on fait partie d'Access Group, qui est une société offrant une offre numérique globale à l'ensemble de ses clients. On est répartis en plusieurs pôles d'activité. Donc, le pôle Cloud Computing, où on va retrouver la partie hébergement, donc la partie dans laquelle je travaille et où on va faire l'Ops. On va retrouver aussi un pôle édition de logiciels, donc on est éditeur, donc c'est des logiciels qu'on édite aussi en mode SaaS, donc qui vont être hébergés sur les plateformes cloud, et enfin un pôle service où on va retrouver notamment le développement web open source qui est représenté aujourd'hui dans ce webinaire par Sylvain. Donc sur ce webinaire, on a choisi de le co-animer ensemble avec Sylvain parce que le côté Ops du pôle Cloud Computing et le côté Dev du pôle service fonctionnent complètement en mode DevOps au sein d'Access, mais on aurait pu aussi parler de l'édition de logiciels, des logiciels, des applications, puisque ça fonctionne de la même manière. Pour plus d'informations sur Access, on vous invite à consulter notre site internet. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sylvain qui puisse nous présenter son centre d'expertise open source. Donc rapidement, merci Carole. Access Open Web Service, on réalise des sites internet, extranet au forfait. C'est 55% de notre chiffre d'affaires. Donc on s'occupe plutôt de développer des gros sites sur la base du CMS Drupal puisque c'est notre technologie de prédilection. On fait aussi de la tierce maintenance applicative, c'est-à-dire que derrière, une fois qu'on a construit ces sites, il faut les faire vivre. Et vous allez voir que c'est en plein dans la méthodologie DevOps. Donc ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. On fait de l'expertise technique et de l'AMOA, qui est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est apporter notre expertise à des clients sur des projets de manière tierce. Et enfin, par le biais d'Access Online, on s'occupe d'hébergement et d'infogérance dans le cadre de cette démarche DevOps. On est à Paris, on est à Lyon, on a 2 agences historiques, même si maintenant tout ça a un peu volé en éclats chez nous depuis plusieurs années, mais ça s'est encore accéléré cette année au sein d'Access avec un accord de télétravail. Donc tout le monde est en télétravail. On a des salariés qui sont partout répartis en France. Donc on est très fiers de ça. Ça marche très bien. Et notre positionnement, il se fait autour de gros sites, autour de cette méthodologie DevOps justement, et autour de notre participation active à la communauté open source. Pour nous, c'est le principe du give back more, c'est-à-dire rendre à la communauté plus que ce qu'elle nous a apporté, puisqu'on a bâti notre croissance sur le CMS Drupal et sur un outil open source. Donc c'est important
important pour nous de continuer à contribuer tout au long du développement de notre entreprise. Et on est 24 personnes et on fait un peu plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Je vais laisser Carole vous présenter Access Online. Donc, au sein d'Access Group, Access Online est le centre d'expertise qui prend l'ensemble de l'hébergement, donc au sein du cloud Access. Donc, également, au sein de ce centre d'expertise, eh bien, on a une grosse culture et une appétence open source. On est aussi expert en hébergement Drupal, par exemple, mais on héberge au sein de notre plateforme qui est localisée exclusivement en France au sein de 3 data centers où on possède notre propre infrastructure et une équipe dédiée au maintien en conditions opérationnelles de l'ensemble des hébergements que l'on va proposer. Access, c'est aussi eh bien, une expertise forte sur cette partie DevOps qu'on a construit et en hébergeant eh bien, des sites web, mais aussi des systèmes d'information clients. On héberge aussi un certain nombre de sauvegardes pour des PME et des grands comptes. Et donc, on a une forte expertise en termes d'hébergement puisqu'on fait ça depuis un peu plus de 20 ans. La petite aparté, c'est qu'on est aussi hébergeur de données de santé. Donc, on est aujourd'hui capable eh bien, d'intégrer au sein de nos plateformes d'hébergement des données de santé à caractère personnel qui respectent l'ensemble des normes de sécurité en vigueur. On va rentrer donc dans le vif du sujet avec une introduction sur le DevOps que je vais laisser Sylvain vous présenter. Donc, on va revenir à la base, qui est de se demander quelle est la définition du DevOps. Donc, DevOps, c'est la contraction de 2 termes qui sont Dev et Ops, pour Dev pour développement et Ops pour Operationals, donc pour tout ce qui est maintien en conditions opérationnelles. Et là, on va parler des 2 métiers qui sont au cœur de cette démarche. C'est-à-dire que il faut bien se rappeler, et on va insister sur ça durant tout ce webinaire, que DevOps, c'est pas un métier, c'est pas une méthode, c'est pas quelque chose de complètement complètement défini. DevOps, c'est une démarche, c'est un ensemble de process, de méthodos et un état d'esprit qui font que ça va marcher. On n'est pas sur un métier, on n'a pas un ingénieur DevOps. Vous pouvez voir passer des offres d'emploi en ce moment, mais c'est pas encore le cas selon nous. Donc ces métiers-là, en fait, ils viennent de 2 choses. Ils viennent de l'évolution globale de l'informatique qui est passée en quelques années, dans un temps très court, finalement, c'est 2 décennies, à des applicatifs, donc des logiciels comme vous aviez l'habitude d'utiliser, qu'on installait sur votre ordinateur, à plutôt des applications et des sites qui sont utilisés en ligne. Donc ça a permis de faire monter en compétences et de développer des métiers qui sont les univers de compétences des programmateurs, des codeurs, donc ce qu'on appelle maintenant les développeurs, qui eux vont développer ces applis, ces logiciels, que ce soit sous des technologies comme PHP, Java, JavaScript, React, C#, enfin, mettez tous les langages que vous connaissez, mais c'est un monde très vaste, mais c'est programmer, coder. Et l'autre métier qui s'est développé en parallèle, c'est l'hébergement. Donc les hébergeurs, eux, vont mettre à disposition les ressources, que ce soit des serveurs. Donc des serveurs, c'est des ordinateurs physiquement qui sont dans des data centers, parce que derrière le cloud, il y a toujours des machines physiques. Récemment, vous l'avez vu avec l'incident qui a eu lieu à Strasbourg, à OVH, on a un data center qui a brûlé. Le cloud a été impacté. Même si c'est des serveurs physiques qui ont brûlé, le cloud a besoin de ressources pour fonctionner. Et c'est aussi la bande passante, c'est toutes nos infrastructures, la fibre optique qui est déployée partout. Donc tout ça, c'est un métier et c'est ce qui fait que tout ça tient. Pourquoi ces 2 métiers ont explosé? Tout simplement parce que maintenant, tout passe par Internet. Si vous regardez à droite, on a pris depuis 5 ans la croissance du trafic Internet mondial. On a multiplié par 3 en 5 ans. Et c'est ce on pourrait croire que c'est une accélération, mais si on se projette sur une échelle de temps de 20 ans, c'est encore pire. Donc, pour soutenir tout ça, il a fallu des hommes et des femmes derrière, et c'est pour ça que ces métiers ont explosé. Et tout passe par Internet, c'est-à-dire que maintenant, votre CRM, il est en mode SaaS, Salesforce, il est en mode SaaS. Les applications de vos téléphones sont des applications qui ont besoin de connexion pour fonctionner. Donc, on est tous connectés, et tout ça, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On est dans un monde globalisé, connecté, donc tout ça a fait exploser nos métiers. Et donc pour maintenir l'exploitation de tout ça, on va voir qu'il y a un problème de responsabilité, et là c'est là qu'intervient Carole pour vous parler de cette responsabilité.
On n'a pas ton son, Carole, ton micro est coupé. Excusez-moi. Donc, effectivement, le DevOps en fait est né progressivement, puisque on se pose toujours la question si par exemple un site internet ne fonctionne pas, qu'il a un bug, on va se dire ok, qui est responsable, c'est la faute de qui va intervenir pour réparer le site. Donc on va avoir d'un côté le développeur sur une partie de la table de ping-pong qui va dire non, c'est pas de ma faute, c'est l'infrastructure qui est pas assez performante. Hop, il va renvoyer la balle côté Ops, donc côté infrastructure, qui va dire oh ben non, c'est pas de ma faute, c'est du côté du dev. Et le client se retrouve au milieu sur ce filet avec tout le monde qui se rejette les responsabilités. Le cadre de la démarche DevOps, c'est de se dire on n'est plus en train de jouer l'un contre l'autre, mais on va jouer ensemble, en équipe, pour une meilleure performance et sécurité des sites Internet. Donc, on a listé les différents. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais les différents points souvent qui sont représentés sur cette partie responsabilité, notamment la partie sécurité, parce que c'est vrai qu'on va avoir des actions à faire côté dev, côté applicatif pour mettre à jour, par exemple, du code PHP, mais on va aussi avoir des actions à faire côté hébergement plateforme en upgradant les serveurs sur les nouvelles versions de PHP pour que le code puisse bien fonctionner. Donc, on voit aujourd'hui que cette méthode de se renvoyer la balle n'était pas optimum, et c'est dans ce cadre-là qu'est née cette démarche DevOps. Ce qu'on voit en fait côté client, c'est qu'on est vraiment en fait dans une démarche qu'on a appelée win-win-win, pour dire c'est tripartite, c'est win pour le client, parce que alors on va y revenir après, mais l'objectif pour le client c'est que son application, son site fonctionne de la meilleure manière. Win côté développement, puisque eux ils vont vouloir que leur développement fonctionne, et win côté hébergement, côté Ops, plateforme, pour que le tout fonctionne bien. Donc, on est vraiment dans cette démarche tripartite quand on parle du DevOps. Chacun cohabite ensemble pour le bien-être de tous. Et en fait, cette démarche-là, on va la mettre en place dès le démarrage du projet. Dès le démarrage du projet, même quand par exemple, avec Sylvain, quand on répond à un appel d'offres, dans le cadre de la lecture du cahier des charges, on va tout de suite voir ce qu'on va pouvoir mettre comme démarche sur la réponse à cet appel d'offres. Ensuite, on va pouvoir, dès la phase de migration et de construction d'un nouveau site, par exemple, mettre cette pratique. L'objectif, c'est de pouvoir, durant toute la durée du projet, être dans cette démarche DevOps. On est sur une amélioration continue des déploiements qui vont se faire en permanence, côté dev, côté Ops, pour assurer nos 3 missions principales, qui vont être la qualité, la sécurité et la performance des sites. Donc voilà pour cette petite définition. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet pour vous expliquer le DevOps à notre manière, c'est-à-dire comment nous, chez Access, au quotidien, on met en place cette démarche-là. Et je vais laisser Sylvain vous présenter la partie communication, qui est, on va dire, cette pierre angulaire de cette démarche win-win-win. Comme vous l'aurez compris, on est sur des métiers humains où tout repose sur nous, sur qu'on soit client, qu'on soit prestataire ou qu'on soit justement dev ou ops. Tout est sur l'humain, sur l'expertise. Et ça va impliquer que le fondement de tout ça, c'est la communication. Donc pour nous, les fondements d'une démarche DevOps solide sont la communication. Et donc pour ça, il faut des outils et des canaux. Donc là, on va vous parler dans la prochaine partie des outils qu'on a mis en place au sein d'Access. On ne dit pas que ce sont les outils absolus et qu'il faut prendre, mais on vous donne notre retour d'expérience là-dessus, et on pense que ces outils sont d'une grande qualité, donc on va les détailler, mais ils souffrent
trop une concurrence et on n'a pas vocation à en faire la Bible. Au niveau des canaux de communication, un des premiers points très importants pour pouvoir, et maintenant, depuis qu'on est tous 1 an en télétravail, on a remarqué que ces canaux de communication, on en a tous besoin, tous et toutes besoin. Ce sont les outils de discussion asynchrone. Donc, à savoir les Slack, les channels Slack, qui vont permettre de travailler autour d'un projet. Une technologie qui est plus vieille, qui est IRC, des chats Internet, mais qui marche encore très bien, qu'on utilise nous sur des projets. Ce qu'on appelle les TeamSpeak, qui sont par exemple Mumble, cette version open source. C'est ce qui est très à la mode, ou Discord, si vous avez des jeunes adolescents. Vos adolescents sont sur Discord et vont souvent parler avec leurs copains pour jouer aux jeux vidéo en équipe. C'est des outils qui permettent aussi à des équipes projets qui travaillent à distance ou qui sont dans différentes sociétés de dev et d'ops de travailler ensemble dans des moments précis sur des projets. Et la version grand public de tout ça, c'est Teams, sur lequel on est aujourd'hui pour ce webinaire, mais qui marche très bien aussi pour avoir des canaux de discussion asynchrone, que ce soit des chats, des TeamSpeak, ou des fils de discussion qui permettent de prendre connaissance au moment où on le veut d'informations importantes pour le projet. On a des listes de diffusion aussi, qui est un système très adapté pour tout ce qui est sécurité et maintenance. Et puis après, on a des instances qui sont plus dans la comitologie, dans la gestion de projet, comme les comités projets et les comités de pilotage, qui sont très importants pour mettre en place des rituels et de la communication entre tous les acteurs de la démarche DevOps. Ensuite, on va avoir des outils plus dédiés, qui sont les outils d'alerte. Comme les outils de ticketing, donc c'est avec des outils de ticketing maison, des outils Redmine ou des outils d'autres éditeurs, Jira par exemple, de l'éditeur Atlassian. On va aussi mettre en place des alertes par SMS pour pouvoir joindre des supports qui ont des notions de garantie de temps de rétablissement ou d'intervention. On va avoir des systèmes de monitoring qui vont envoyer des alertes mail aussi, qui vont remonter rapidement aussi des problèmes de performance. Ce qui est important aussi d'avoir, c'est des documentations. C'est-à-dire à partir du moment où on travaille à plusieurs, de plusieurs métiers sur une base de connaissances, il va falloir maintenir cette base de connaissances et la documenter. Et il va falloir que ça se fasse sans couture et sans trop d'efforts, parce que sinon on va rapidement perdre les interlocuteurs. Et du coup, on va avoir l'effet inverse, qui est avoir trop de documentation, ça tue tout le monde. On ne sait même pas aller, si on a un manuel de 1000 pages, aller trouver la page 232 pour résoudre son problème. Il va falloir que cette page elle soit très vite accessible. Donc, il y a des formats Internet qui sont adaptés, comme des handbooks, qui sont des formats navigables très rapidement et très documentés et qu'on peut mettre à jour simplement, comme des wikis aussi. Donc, nous, on utilise beaucoup le wiki de l'outil Redmine, qui est un système de ticketing aussi et de gestion de projet. Après, ça peut être des systèmes plus développés comme Confluence, qui est lié à Jira, qui va permettre aussi de maintenir des documentations à jour. Donc, tout ça, c'est très important et ça fait le cœur de la démarche et de la communication DevOps. Et il faut aussi dans cette communication que les équipes partagent une connaissance des technologies. C'est-à-dire que il faut que, quand on parle de langage, par exemple, PHP, il faut que à la fois le côté Ops et à la fois le côté Dev ait cette expertise sur ce langage pour qu'on puisse se comprendre et mettre en place des démarches. Pareil au niveau base de données, tout ce qui est MySQL, qui est très utilisé par exemple pour un CMS comme Drupal. Il va falloir que l'équipe dev ait un peu de connaissances dans MySQL et l'équipe Ops aussi. Sinon, on ne va pas pouvoir mettre en place les systèmes de cache ou d'amélioration qui vont convenir pour cette technologie. Idem pour les services, idem pour le cache, justement. Il faut que cette connaissance et ces technologies soient partagées. Et enfin, en termes de communication, il faut aussi que tous les acteurs de la démarche DevOps aient une appétence technique, parce qu'on est dans un univers technique qui fait intervenir beaucoup d'interlocuteurs techniques. Et donc, chaque membre de l'équipe doit être en posture d'apprenant. C'est très important, c'est toujours être dans une humilité, se dire j'ai encore des choses à apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais pouvoir, je suis un développeur, un administrateur système va dire tiens, tu as vu, il y a ce système de cache qui vient de sortir, je l'ai utilisé, je l'ai testé, on devrait regarder pour tel projet. Ah oui, merci, c'est gentil. Et inversement, la posture d'enseignant, c'est tu as vu, on a eu cet article qui est sorti et ça parle de ça, tu devrais peut-être le regarder toi pour tes devs, j'ai l'impression qu'il y a une piste là-dedans. Et donc, c'est ces postures de curation, c'est-à-dire faire de la veille technologique et la partager, qui vont aussi contribuer au succès de la démarche DevOps. Il va falloir toujours se documenter, se remettre en question et ça fait partie d'une démarche qualité de manière plus globale. Au niveau des outils,
Je vais vous parler outils. Ça, c'est plus les outils qui vont être au sein même des actions DevOps. Donc ça va commencer par le versionning du code. Dès qu'on a du code, on va le versionner pour l'historiser et pour pouvoir le diffuser sur plein de plateformes et le déployer de manière très rapide. Ça passe ensuite par l'intégration continue. L'intégration continue, c'est ce qui permet de déployer toutes les modifications, les améliorations de manière automatisée, sans avoir à faire d'intervention humaine. On a des outils qui marchent très bien, qui sont Jenkins, qu'on utilise, qui sont GitLab CI, euh, puisque GitLab, donc c'est ce qui utilise le protocole Git pour le versionning du code qu'on utilise, mais il y a une partie intégration continue qui est dans GitLab CI. On a des outils plus spécifiques comme Drush qui sont dédiés à Drupal, mais voilà, l'intégration continue, c'est un vaste sujet, mais c'est au cœur de la démarche DevOps. Ensuite, il va falloir mettre en place un certain nombre de points de contrôle et de monitoring. Donc, on va mettre en place des outils de monitoring qui sont très importants. Nous, on utilise OpenNMS. NMS, c'est une norme qui est dédiée au monitoring, un outil open source. On va mettre aussi en place des outils de contrôle qualité. Contrôle qualité, par exemple, sur le code source, qui fait qu'à chaque fois que un développeur va pousser du code dans le repository Git, et l'idéal, c'est de le tester, de vérifier que par nature, il ne contient pas de défaut de qualité, qu'il n'y a pas de risque d'injection de code, qu'il n'y a pas de risque de mauvaise qualité, de mauvais maintien du code. Donc pour ça, il y a un certain nombre d'outils qui sont assez géniaux, comme SonarCube, qui vont permettre de contrôler tout ça et d'éviter par essence de déployer du mauvais code. Ensuite, on va contrôler la performance aussi. Donc ça, c'est des outils de test de montée en charge, par exemple. Avant de déployer des modifications, on va vérifier que le site tient toujours la charge. Ou avant de mettre un site en prod, on va vérifier qu'il est prêt à accueillir 1 million de personnes. Donc on a des outils comme Tsung qui vont simuler des grosses montées en charge sur des infrastructures. Et on a des outils comme New Relic qui vont permettre de monitorer tous les services de la machine jusque dans le détail de chaque ligne de code et vont dire attention, dans tel problème de performance, à tel moment, vous avez ce bout de code qui met toute la machine en vrac. Donc ça va permettre à l'équipe Ops de détecter cette panne et ça va permettre à l'équipe Dev de dire attention, votre problème il est là et donc de pouvoir relancer des scénarios de test et de correction par rapport à ça. On a aussi des outils d'analyse de journaux. Donc les journaux, c'est ce qu'on appelle les logs. C'est ce qui va tracer tous les événements de tous les services et les logiciels de votre machine. Donc ça fait beaucoup d'informations et ça peut être rapidement inutilisable si vous n'avez pas les outils pour le faire. Et on a un outil qui s'appelle Greylog qui va permettre d'agréger tout ça et surtout derrière qui va permettre de rechercher et d'aller en tirer l'information exacte. C'est un système de recherche et d'indexation très puissant des logs. On va avoir aussi besoin d'outils de simulation. C'est-à-dire que quand vous mettez en place un site internet, derrière, ou des modifications sur ce site internet, derrière, il va falloir les tester, mais les tester sous différents navigateurs et sous différentes plateformes matérielles. C'est-à-dire qu'un site se comportera pas pareil sur un iPhone 12, sur un Android 9, sur un Firefox sur Linux et sur un Edge sur Microsoft. Et donc, à maintenir en interne une plateforme de test comme ça, c'est impossible. Et on a des sociétés comme BrowserStack ou Email en Acid pour la partie email qui permettent d'automatiser tout ça et de lancer des bandes tests sur des pages et de vérifier que ça s'affiche bien sur toutes ces plateformes. On a aussi des tests, des frameworks de tests qui vont permettre d'automatiser tous ces tests. Donc là, c'est un peu comme Matrice ou Inception, on sort différents niveaux. Et ces frameworks de test, c'est PHP Unit, Selenium, Biat, ça permet de construire tout un banc de tests et de le faire tourner de manière automatisée à chaque déploiement. Et donc ça permet de dormir sur ses deux oreilles, de potentiellement lancer des tests très très complexes qui vont tourner pendant des jours avant de faire des déploiements. Et enfin, pour virtualiser tout ça au niveau Ops et au niveau des serveurs, et pour pouvoir reproduire des environnements de test et de dev, de pré-prod qui sont identiques et qui vont se comporter pareil, on va virtualiser tout ça, c'est-à-dire mettre nos serveurs dans des fichiers et puis faire tourner ces fichiers comme si c'était des serveurs. Donc tout ça, on a des technologies de virtualisation qui sont très à la mode et qui sont très utilisées maintenant, comme Docker, comme Kubernetes et comme VMware le fut un moment, mais c'est un peu moins le cas, mais ça continue. Donc voilà, c'est un ensemble d'outils. Si on peut développer cette slide et en faire un webinar, mais c'est pas le but aujourd'hui. C'était pour vous donner un premier panorama de ce qu'on utilise nous au sein de Access.
Et je vais laisser Carole vous parler Et d'un exemple sur l'outil Greylog, donc justement je vous ai parlé tout à l'heure. voilà, on a choisi, pour rendre ce webinaire, intéressant, de vous montrer, bien, quelques captures d'écran, hein, des différents outils. Donc comme disait Sylvain, le but, ça va pas être de tous les passer en revue et puis de pas trop rentrer dans le détail. Mais par exemple, eh bien, Greylog, là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir des remontées d'alerte applicatives, qui vont être consultables, par le dev, puisqu'il va avoir accès, eh bien, au log complet du système, avec, notamment, eh bien, un moteur de recherche dans les logs. Donc ça, c'est très important pour le dev. Et côté Ops, eh bien, cet outil va permettre en fait d'agréger les différents logs qui sont eh bien, répartis sur l'ensemble de l'infrastructure. Donc, par exemple, eh bien, si on est sur une infrastructure Kubernetes, on va pouvoir eh bien, faire interagir l'intégralité de ces logs-là et créer ensuite des messages d'alerte pour avertir et l'équipe dev et l'équipe ops. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on va dire l'alerte a été remontée et le dev et l'ops vont pouvoir aller encore plus en profondeur dans l'outil pour regarder bien chaque variable et agir ensuite en conséquence des différents retours de l'analyse de l'outil. Voilà un petit peu, c'était pour vous montrer un petit exemple, mais on vous en montrera d'autres, plus tard. Ce qui est important aussi, dans la méthodologie DevOps, eh bien, c'est, le process, qui est vraiment intégré dans cette méthodologie, que Sylvain va nous présenter. Donc on vous a parlé communication, on vous a parlé outils et maintenant pour, mettre en musique tout ça et vérifier que ça tient sur la durée, il faut mettre en place aussi des process, comme dans toute organisation, mais la démarche DevOps, c'est aussi une organisation. Et les points forts sur lesquels on veut insister dans cette méthodologie, le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est le partage d'innovation. Donc le partage d'innovation, ça se fait au niveau des équipes, aussi bien dev que ops, mais c'est aussi important de le partager avec le client. On est, rappelez-vous, dans cette démarche tripartite de win-win-win et il faut que ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que pour que la mayonnaise prenne, il faut que les acteurs soient également impliqués. Donc ça, le partage d'innovation, ça se fait aussi, avec le client. Il faut justement, Carole aussi vous en a parlé, dès le début du projet, que tout le monde soit impliqué. Ça veut dire qu'au kick-off du projet, à la réunion de lancement du projet, toutes les parties prenantes, dont souvent l'Ops est oublié, c'est-à-dire on se dit: «On verra plus tard, hein, on mettra les serveurs en place plus tard». C'est bien que le côté Ops soit représenté dès le kick-off parce que ça va embarquer tout le monde dans cette démarche. Il faut s'inspirer de la culture open source. Le DevOps est né aussi de tous ces outils open source et de toute cette manière de gérer un projet open source. Des grands projets comme le noyau Linux, par exemple, se sont bâtis autour de tous ces process DevOps. Donc cette culture open source, c'est le partage, on en a déjà parlé, le retour d'expérience, donc cette fameuse veille technologique, curation, mais aussi partage d'expérience sur des cas concrets d'utilisation. Et enfin, la communauté. La communauté, c'est la communauté open source, mais la communauté, finalement, dans la démarche DevOps, c'est aussi la communauté de ces trois parties, Dev, Ops et client. Et il faut enfin établir des responsabilités claires, puisqu'on a vu que tout est parti de ce problème de diffusion de responsabilités, le ping-pong, qui fait quoi, qui est responsable de qui. Et on a beau se dire, bon, ben, ça y est, maintenant on met en place la démarche DevOps, ça y est, c'est toi qui es responsable, ben, à un moment, il faut l'écrire. Et pour l'écrire, on a un modèle qui s'appelle le RACI, la matrice RACI. Donc R, c'est pour responsable, A, c'est pour approve ou assist, ça dépend des versions, mais voilà, là on a une version un peu étendue. C, ça veut dire est consulté. Donc et I, ça veut dire est informé. Donc c'est un peu moins impliquant. Et là, on a carrément le modèle étendu de RACI qui est le RACI IES avec le execute et support, puisque ça, c'est vraiment pour des organisations DevOps. Donc là, on vous a mis un exemple sur un client qui est client de Access, aussi bien au niveau développement qu'au niveau hébergement, infogérance. Et vous voyez que pour chaque action, pour chaque phase du projet, pour chaque détail fonctionnel de l'exploitation de tout ça, on va définir qui est responsable, qui est consulté, qui approuve. Et une fois qu'on a mis ça en place, c'est comme un plan d'assurance qualité. Ça fait partie d'ailleurs d'un plan d'assurance qualité. On est tous, on dort tous sur nos mieux. C'est-à-dire que les responsabilités sont claires, établies. Une fois qu'on s'est dit les choses, c'est beaucoup plus simple de travailler ensemble. Donc ça fait partie vraiment de la définition des responsabilités dans cette démarche DevOps. Elle est très importante aussi. Et je... Super, merci. Bravo. Merci.
Et donc là, on a échangé ensemble sur comment au quotidien on travaillait en termes de communication, d'outils, de process. Et on va voir maintenant eh bien, quel avantage concret cela a pour le client. Donc, le premier avantage et qui est à mon sens, l'avantage primordial puisque c'est l'objectif toujours de nos hébergements et des sites, c'est d'avoir un taux de disponibilité maximal. Donc on est toujours dans la recherche de l'excellence, de la performance pour que les sites, les applications qui soient hébergées soient toujours disponibles. Quand on parle de downtime, ça veut dire que le site n'est plus accessible, n'est plus disponible. Et donc, ça peut avoir des conséquences très lourdes pour nos clients. Et c'est donc ce qu'ils vont rechercher en priorité dans cette performance, c'est d'avoir une disponibilité de leur site. Donc, par exemple, nous, chez Access, sur nos hébergements, en général, on s'engage sur 99,9% de taux de disponibilité annuel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le site ne doit être accessible tout le temps. On a le droit à 9 heures dans toute l'année de site qui n'est pas accessible. Donc, on va mettre en place cette méthodologie DevOps qui va beaucoup nous aider. On a aussi des infrastructures et des architectures haute disponibilité qu'on fait pour des clients sur des clusters, donc qui vont nous permettre aussi de diminuer au maximum ce risque. Parce qu'on voit que sur 9 heures de taux d'indisponibilité annuel, quand on se rend compte sur nos alertes de monitoring qu'il y a un problème sur le site, il ne faut pas perdre de temps et notamment pas perdre de temps en termes de communication entre le dev et l'ops pour résoudre au plus vite ce problème. Et donc, c'est pour ça que les process qui sont définis en amont vont être très importants pour pouvoir réagir de manière rapide quand on a détecté un incident. On peut mesurer très, très facilement ce taux de disponibilité. On a repris plusieurs cas clients. Donc, par exemple, on a un client commun qui est l'Institut Curie. Demain, son site n'est pas disponible, concrètement, c'est des dons dans le cadre de la recherche pour le cancer qui ne seront pas récoltés par l'Institut Curie, puisque les dons vont se faire en ligne. Donc, eux, ils vont perdre des dons. Donc, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Autre cas, on a un client qui est WWF qui, par exemple, met en ligne une pétition pour X sujet. Si ce site de pétition n'est pas disponible à l'internaute, il ne va pas pouvoir participer à la pétition. Et donc, pour le client WWF, c'est de la perte de signature. Un autre exemple, Paris Musée, où sur le site, les internautes vont pouvoir réserver leurs billets pour aller au musée. On espère prochainement que ça va revenir. Concrètement, le site n'est pas disponible. C'est de la perte de chiffre d'affaires puisque les personnes ne peuvent pas acheter leurs billets. Et un autre cas, pour essayer d'être un petit peu exhaustif, même si on ne le sera jamais, l'hôpital américain de Paris, lui, son objectif, ça va être que son site soit toujours accessible parce que, il a une image à tenir, une notoriété. Et pour, un hôpital avoir un site down, ça renvoie pas une bonne image. Donc, pour eux, c'est très important aussi. On a voulu vous montrer les différents cas clients. Et moi, je pense qu'il y a autant de cas clients que de clients. Et c'est d'autant plus vrai, notamment sur des sites e-commerce, où là, on peut se rendre compte très rapidement qu'un site e-commerce qui n'est pas accessible, c'est de la perte sèche de chiffre d'affaires à chaque seconde qui passe où le site n'est pas disponible. Et même ça va plus loin que ça, Carole. Je profite de la transition. Les musées, les musées, par exemple comme le Louvre, mais tous les musées vont y venir post-crise. Maintenant, pour accéder à un musée, on ne pourra plus acheter son billet sur place. On va devoir réserver des créneaux, des horaires. Et donc, dans ce cas-là, l'indisponibilité de site, ça veut dire que potentiellement, c'est de la perte de visiteurs pour le musée, puisque les gens qui voulaient y aller ne pourront pas prévoir ce temps-là. Donc, ça devient vraiment aussi du temps réel et de l'e-commerce, y compris pour les musées.
Et moi, je vais vous parler pour revenir sur les avantages clients, du principal avantage, parce que pour être honnête, on est quand même dans de l'économie, on a des relations contractuelles et l'important, bah, c'est de maximiser nos coûts d'exploitation et d'investissement et le but de tout ça. Donc après, on va le décliner rappelez-vous, Carole vous l'a dit au début, qualité, sécurité, performance, qui sont vraiment les points d'ancrage de toute cette méthodologie. Mais tout ça pour aboutir, en fait, finalement, les vrais avantages, au-delà de la beauté de la chose, de la qualité, la beauté de la qualité, de la beauté de la sécurité, la beauté de la performance, on est sur des coûts d'exploitation réduits, c'est-à-dire ça nous coûte moins cher sur le long terme. Donc pour que ça nous coûte moins cher sur le long terme, souvent c'est le cas, hein. Là, je fais mon discours de vendeur, mais c'est vrai. C'est un discours qu'on a tous dans la vie quand on fait un investissement. On investit un petit peu plus au départ, c'est-à-dire que la mise en place de tous ces outils, de tous ces process, c'est un coût. C'est un coût humain, du temps qui est investi. Donc, par rapport à un projet qui ne serait pas dans une démarche DevOps dès le début, on va plutôt être sur un coût supérieur à peu près de 10%. Donc ça peut chiffrer sur des gros projets, mais ça correspond encore une fois à mise en place d'outils, de process de qualité. Mais derrière, on va gagner du temps homme sur toute la durée. Donc si vous prévoyez d'exploiter votre investissement de nombreuses années, ce qui est le cas, avoir un retour, un ROI important, ça va vous permettre de gagner du temps sur toutes les phases qui sont l'automatisation des process. Quand on déploie sur un serveur, si vous avez connu les anciens temps de l'Internet, on devait demander à quelqu'un de charger par FTP un fichier pour en écraser un ancien. Bon, ben, ça prenait 10 minutes dans le meilleur des cas. Vous multipliez 10 minutes par 100 déploiements par an, faites le compte de ce que ça vous coûte. Et ben ça, c'est au cœur de la démarche DevOps. C'est-à-dire que nos outils de déploiement continu, d'automatisation de nos process, vont permettre de gagner ces X minutes, mais sur un cycle de plusieurs années, vous allez voir combien ça vous rapporte. Pareil au niveau de la transparence des temps alloués. Nous, on a dans notre démarche DevOps, j'en ai pas parlé, mais on a des outils de monitoring de nos temps pour permettre de savoir à la minute les temps qu'on a mis sur telle tâche. Ça peut paraître un peu Big Brother, mais en même temps, ça nous permet surtout de savoir où va le temps et comment on l'optimise au maximum. Et c'est transparent, donc c'est win-win-win, c'est communiquer aux devs, aux ops, aux clients, et ça permet d'ajuster nos process aussi, de voir là où on perd du temps. Il y a aussi cette automatisation des alertes et des interventions. On peut planifier des maintenances automatisées à distance qui permettent de moins mobiliser de support et d'intervention hors des temps prévus. Et enfin, on a des équipes qui vont être réduites et qui vont être plus expertes, mais donc qui vont être plus rentables. On ne va pas devoir maintenir autant de gens qui sont dédiés à du support de niveau 1, 24/7, si on met en place toutes nos procédures DevOps et toutes nos architectures qui sont résilientes. Donc ça permet aussi de dédier moins de charges perdues à des équipes qui seront là juste en cas de panne. Donc ça, c'est pour le côté coût d'exploitation, mais en fait, on est vraiment là-dedans. C'est au lieu que ça me coûte 1 000 € par mois, je donne n'importe quelle unité, ça me coûte 1 000 €, ben, finalement, ça va m'en coûter 700. Et ben, on va multiplier ça par de nombreuses années et vous allez voir les gains de 30%, ce qu'ils vont vous rapporter. Donc ça, c'est pour plutôt côté client, mais si on revient sur la qualité, donc là, je vais redérouler nos trois axes qui sont qualité, sécurité et performance. Pour le client, au niveau de la qualité, le fait de mettre en place la démarche DevOps, ça va impliquer un process qualité à tous les étages. Donc ça veut dire, sur le long terme, une meilleure maintenabilité. Une meilleure maintenabilité, ça veut dire, pareil, diminuer mes coûts de maintenance et m'assurer que je ne vais pas avoir des coûts cachés par la suite parce que ce sera plus maintenable. Ça veut dire faciliter la réversibilité entrante et sortante. Si je change de prestataire, ce qui est normal dans le cours d'un projet, ça peut arriver. La réversibilité entrante et sortante va être facilitée parce que tout ça sera maîtrisé, documenté, sera automatisé. Donc on va avoir des coûts réduits de réversibilité et c'est un gage aussi de ne pas être pieds et poings liés avec un prestataire et que mon investissement m'appartienne vraiment. Parce que c'est le défaut aussi de tous nos objets technologiques, c'est d'être trop lié justement à une relation de prestataire. Ça va simplifier les mises à jour, donc on ne va pas rester coincé sur une version de Windows 98 pendant 10 ans, parce qu'on aura prévu toute cette notion de déploiement, de mise à jour, d'upgrade. Et enfin, ça va réduire la dette technique. La dette technique, c'est le fait d'être trop adhérent à une technologie, à une façon de coder, à des vieux outils
qui font que derrière, au bout d'un moment, vous êtes déconnecté des usages et du marché et vous ne retrouvez plus de développeurs et de sociétés pour maintenir votre outil. Il perd en performance, il est plus hébergeable et il devient obsolète. Et ça, c'est un vrai problème sur les investissements technologiques qui sont mal faits. Et si pour vous parler de la sécurité, donc là je vous ai parlé de qualité, mais pour vous parler de sécurité, un des gros points aujourd'hui, c'est que les risques cyber ont augmenté. Vous l'avez vu, maintenant on a d'ailleurs l'ANSSI qui est passé de 70 personnes à 500 personnes, l'Agence nationale des systèmes de sécurité d'information, qui fait un boulot formidable, mais qui fait un boulot formidable parce que la menace est grandissante. Donc ça, c'est pas le côté anxiogène dont je veux vous faire part, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, vous entendez que un hôpital, l'hôpital de Pau est attaqué par un rançongiciel qui vient sûrement de Russie ou de quelque part partout dans le monde, mais qui va briser son exploitation. Et pour un hôpital, ça se voit tout de suite, hein, c'est des opérations, c'est des radios qui marchent plus. Et ben pour une entreprise, c'est pareil. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, là, j'entendais que Pierre Fabre, qui est un gros laboratoire pharmaceutique, hein, qui est un de nos clients, s'est fait attaquer et ils ont raté toute la production du site de production. Donc ça a des coûts énormes. Vous faites le coût d'un jour de production sur des usines qui fonctionnent en 3-8. C'est énorme. Donc la sécurité de nos logiciels qui sont connectés est vraiment un enjeu majeur et on a tendance à minimiser ces coûts parce que tant que l'attaque n'arrive pas, on ne peut pas la chiffrer, mais il faut y penser aussi. C'est ça que ça implique la démarche DevOps. C'est au final la sécurité, c'est un vrai coût et donc limiter le coût de ses pertes. Pareil, sur des systèmes un peu fragiles, vous êtes souvent soumis à des audits de sécurité. Plus vous allez mettre en place cette démarche DevOps, plus les audits vont être courts et vous aurez moins d'actions à faire et surtout la DSI ou la direction diront bon, bah, c'est bon, on était à 100% sur le dernier, on va pas en faire un tous les 3 mois, maintenant on va en faire un tous les 6 mois. Donc pareil, on va diminuer les coûts liés à ces audits. Et enfin, le point important au niveau de la sécurité, c'est qu'on a toujours 2 portes d'entrée potentielles pour des failles de sécurité qui sont le code, donc le dev, et les serveurs, les logiciels installés sur les serveurs qui sont le ops. Donc ça va être soit le PHP, si je prends l'exemple de PHP, soit la version du code PHP, du langage PHP qui présente une faille de sécurité. Donc il va falloir mettre à jour cette version, soit ça va être la version du CMS qui utilise le langage PHP qu'il va falloir mettre à jour. Il va falloir passer de Drupal 7.60 à Drupal 7.61. Comme on a toujours des mises à jour, c'est le principe de l'open source et de tous les logiciels, il y a il y a des cycles de mise à jour qui se font sur le long terme et au bout d'un moment, il y a PHP qui va dire: «Oui, bah, moi, ma sécurité, elle implique ça, je peux plus supporter telle vieille fonction» et cette vieille fonction, elle a été utilisée par Drupal. Bah, si vous n'avez pas mis à jour votre Drupal, qui a suivi l'évolution de PHP, à un moment, vous allez être coincé. De la même manière, si vous avez mis à jour votre Drupal, à chaque fois, mais que sur le serveur, on n'a pas mis à jour PHP, Drupal a dit: «Non, non, mais moi, je m'occupe plus de PHP, la vieille version, c'est obsolète, j'ai pas à maintenir ça». Elles peuvent pas supporter les vieilles versions. Donc si vous n'avez pas cette démarche DevOps, à un moment, vous allez vous retrouver coincé et plus pouvoir faire évoluer votre CMS parce que c'est limité par le langage ou plus pouvoir faire évoluer votre langage parce que c'est limité par le CMS. Et donc là, vous allez augmenter vos risques de sécurité et forcément, à un moment, vous allez le payer parce que il y aura une faille critique qui va sortir et là, ce sera un vrai problème et vous pourrez plus mettre à jour votre outil ou votre site. Donc on le voit, les implications en termes de sécurité, c'est des coûts importants. Et au niveau des performances, les avantages, c'est quand vous augmentez les performances de votre site, donc c'est tout le sens de la démarche DevOps, et c'est pas pour faire beau, pour que au lieu de s'afficher en 2 secondes, il s'affiche en 1 seconde. Vous vous dites, bah, c'est pas très grave, les gens ils peuvent attendre 1 seconde, hein. Je vais pas investir de l'argent pour que ça améliore ça. Mais en fait, si, parce que derrière, c'est un des indicateurs essentiels que mesure Google, et Google va favoriser les sites qui vont se charger rapidement. Donc derrière, favoriser les sites, ça veut dire potentiellement, sur des écarts de performance, votre trafic peut doubler en augmentant ses performances d'un site. Donc, s'il double votre trafic, il y aura mécaniquement le double de conversion et donc mécaniquement le double de business pour un site e-commerce. Donc, c'est hyper important. La rapidité des sites et des applicatifs,
Donc c'est pareil, la navigation qui va être très rapide, ça va permettre d'augmenter le taux de transformation. C'est-à-dire que entre 10% d'acheteurs, vous allez passer à 20 parce que finalement, ajouter au panier, ça se fait vite. L'étape paiement, elle se fait en 2 clics et surtout les 2 clics sont très très rapides et vous n'allez pas perdre des gens en route et ça va mieux convertir. Enfin, si tout ça, ça va contribuer à une meilleure expérience utilisateur. Donc la façon dont moi, en tant qu'internaute, je vais percevoir l'application, le site, le CRM. Bah, si j'ai plus envie de l'utiliser parce qu'il est rapide, il est performant, je vais plus y revenir et je vais plus potentiellement en transformer. Et pareil, en termes d'image, entre un applicatif qui marche très très bien, qu'on va vouloir utiliser toujours, et quelque chose qui est buggé, on va y aller plus en traînant des pieds. Bah, c'est pareil, ça a des vraies implications de business. Et dernier point, c'est la scalabilité. La scalabilité, donc c'est la capacité à évoluer et monter en charge d'une structure. Si vous avez des optiques de fort développement, cette démarche DevOps va permettre de vous accompagner dans cette montée en charge et de se dire, on est sûr qu'aujourd'hui on est à 1, mais quand on sera à x10, mon site il va tourner de la même manière et je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles parce que ça ne va pas impliquer une équipe x10, ça va impliquer juste on a prévu cette scalabilité. C'est tout le sens de la démarche DevOps. Donc je vais laisser Carole. C'est ça. Pour, Là-dessus. pour conclure, eh bien, les différents avantages clients, on a une dernière slide qui pour nous est essentielle. C'est au niveau du client, son site, eh bien, il est serein. Et On vous laissera. il nous reste 12 minutes pour faire nos retours d'expérience. Donc, je pense on est un peu en retard sur notre planning initial. On va Mais s'adapter, ouais, voilà, ça va aller. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a voulu pour conclure ce webinaire sur cette dernière partie, eh bien, c'est vous montrer concrètement comment ça se passe. Donc, on a différents petits cas pratiques qu'on va vous montrer. Le premier va concerner plutôt un cas côté dev. Donc, eh bien, je vais laisser Sylvain nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé mercredi à 20h. Donc, pour rappel, nous on utilise Drupal. Drupal, tous les mercredis, il y a des alertes de sécurité qui sortent de la security team de Drupal, ce qui est très pratique. Et donc, nous, on a des process DevOps par rapport à tout ça. Et là, on a pris un cas concret. C'est un mercredi 20h, il y a une faille de sécurité critique qui est sortie sur Drupal Security. Ça veut dire un niveau de criticité de 24 sur 25. Il faut absolument patcher les sites, sinon ils vont, comme on dit dans notre jargon, ils vont se faire ouvrir en deux et demain on aura que nos yeux pour pleurer et c'est ça, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que la faille de sécurité sort à 20h15. Il y a notre architecte, un de nos architectes Drupal, qui a analysé la faille de sécurité, qui s'est dit ok, c'est ça la gravité, il faut vraiment faire quelque chose. Il prépare un patch. Un patch, c'est un petit fichier de correction qui va être appliqué à du code pour le mettre à jour. Et il a fini à 20h30. À 20h35, il déclenche un point de situation entre l'équipe admin 6 et l'équipe dev en disant voilà, on a ce grave problème, on est en crise, il faut qu'on active notre process de mise à jour de notre Drupal. Donc ça implique les devs et les ops. Donc, on briefe tout le monde et ce qui se passe, c'est qu'à 20h40, on commence à dérouler notre plan d'action. Les devs, eux, vont appliquer les patchs sur tous les sites en TMA pour mettre à jour les sites et puis se servir de cette fameuse intégration continue pour déployer tous ces patchs sur tous les serveurs en production avec un bypass de la pré-prod pour que ça aille plus vite dans ces cas-là. Et donc, l'équipe dev fourmille et travaille sur tous ces sites, mais il y a aussi des sites qui sont hébergés et pas maintenus. Il y a aussi des vilains petits canards, mais c'est pas pour ça qu'on va les laisser de côté, parce que s'il y a un problème sur leur site, de toute façon, on passera des jours à les restaurer et ça vaut pas le coup. Donc l'équipe Ops, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un script qui va scanner tous les serveurs, toutes les machines, et toutes les machines qui sont concernées par cette faille de sécurité, on va lancer automatiquement le patch. Ça se fait de manière hors TMA complètement, et ça se fait de manière automatisée. Ce qui fait qu'à 21h, on a tout fini. On a sur les centaines de sites qui étaient concernés, tous sont mis à jour par deux voies différentes qui se sont complétées. Et DevOps, ils se disent au revoir, ils disent t'as vu la dernière série, moi je vais la regarder, et puis tout le monde va sur Netflix. Donc ça, c'est un premier cas vraiment de la démarche DevOps. Qu'est-ce qu'elle apporte? C'est une faille de sécurité majeure. En une heure, c'est réglé et il y a un process pour ça. Donc je vais essayer, Carole, vous parler du côté Ops maintenant.
C'est ça. Alors sur le côté Ops, ce qu'on a choisi de vous présenter, eh bien, c'était l'analyse des performances et notamment sur un de nos clients qui a un site e-commerce. Là, j'ai mis un petit graphique qui permet de mesurer la performance de la page, donc c'est-à-dire le temps de chargement de la page. Donc à 9 heures du matin, le dev il arrive, il fait ses tests et il se rend compte que sa page elle rame, parce que là on voit bien sur l'exemple qu'elle rame et puis pas qu'un peu, puisque la page met à peu près plus de 10 secondes à s'afficher. Donc le dev se dit mon Dieu, c'est pas possible, je vais pas pouvoir mettre ça en production. Il va falloir faire des actions. OK, mais quelle action? Pourquoi la page rame? Le dev n'a pas forcément toutes les réponses. Et c'est pour ça qu'à 15h30, il va y avoir un point DevOps, donc et avec le dev et avec l'Ops, l'infra, où ils vont regarder ensemble ces fameux graphiques pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe et mettre en place des actions progressives sur les différentes fonctionnalités du site pour essayer de voir quelle fonctionnalité fait ramer la page. Donc, ils vont aller un petit peu plus en profondeur dans l'analyse, dans les reportings, regarder les API et par exemple se rendre compte que Chronopost en fait met beaucoup de temps à chaque fois à recalculer les frais de livraison puisqu'ils se rendent compte que dès que il y a une mise à jour qui est faite, ça met à jour l'intégralité du site et donc ils vont pouvoir avec ce travail un petit peu à tâtons trouver des solutions pour vraiment améliorer le back office, donc la partie ops qui va faire que le site tourne plus vite. Et côté dev, grâce à sa revue de code, il va pouvoir aussi optimiser son développement pour pouvoir réduire ses temps. Alors bon, je rentre pas trop dans le détail, mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est que 16h30, fin de la call entre le dev et l'ops, et on voit nettement que les pages se chargent beaucoup plus vite. Donc bon, ils se disent, voilà, on va pas faire la mise en prod ce soir, mais en tout cas, on est serein pour notre mise en prod de demain. Donc chacun retourne à ses affaires jusqu'à 18h pour ensuite partir récupérer tranquillement les enfants à l'école avec un site qui est OK pour être mis en production le lendemain matin. Ce qui va ensuite après être mesuré, donc le lendemain, c'est l'Apdex. Donc en fait, l'Apdex, ça va mesurer la satisfaction de l'utilisateur, donc notamment par rapport à la performance du site, le temps d'affichage des pages. Comme a dit Sylvain, c'est très, très important et d'autant plus sur un site e-commerce. Et donc, là, sur cet exemple, on en a pris un avec une bonne note. On est à 0,13. Donc, personne n'est frustré. Tous les internautes naviguent rapidement. Et en fait, ce score va être regardé régulièrement aussi pour voir si on est sur un site qui est performant et si l'utilisateur final est satisfait. Et enfin, on a choisi de vous présenter un dernier exemple côté client, notamment pour mettre en pratique ce que Sylvain vous disait sur cette partie SEO, référencement du site. Et donc, Sylvain va nous raconter comment s'est passé le comité de pilotage du mardi 19 janvier à 10h30. Donc là, on est sur plutôt une vision client dans cette tripartite et on est sur des temps plus longs pour montrer que c'est une démarche qui marche aussi sur des temps de crise, sur des temps d'analyse un peu plus courts et sur des temps plus longs. Là, on était sur un comité de pilotage entre tout le monde. Tout le monde se dit ouais super, bon, on revoit les bugs, mais notre site il est quand même mal référencé. On a vraiment un problème là-dessus. Donc OK, on va se pencher là-dessus. Qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? Et il en sort que l'Ops dit oui, on pourrait peut-être déjà tenter de mettre en place un reverse proxy, ce qui est un système de cache qui s'appelle Varnish et qui permet de servir des pages statiques aux internautes. Et ça servira justement à mettre à améliorer ce fameux temps de chargement. Et donc du coup, on fait des simulations. On se dit on va quand même gagner peut-être une demi-seconde minimum sur notre chargement. Donc, OK, on le met en place, l'Ops le met en place, d'abord en pré-prod. Et il se trouve que ça marche pas mal. Et on s'aperçoit en plus en discutant dans la journée avec le dev, ce serait bien de l'affiner un peu. Il y a un module pour Drupal qui fait ça, qui va permettre encore mieux de piloter Varnish. Et on va pouvoir avoir des temps plus fins de mise à jour du cache. OK, faisons-le. On active le module, toujours en pré-prod. On fait des tests. C'est toujours la démarche de test. On s'aperçoit que c'est encore mieux.
qu'on gagne au lieu d'une demi-seconde, une seconde. Donc tout ça, c'est historisé dans un ticket, il y a des échanges avec le client. Et une fois que c'est passé, ben, on se dit, bon, ok, on est vendredi, on va peut-être pas, un jeudi, vendredi, on va pas lancer une mise à jour majeure comme ça. Par contre, dès lundi, on fait une mise en prod, donc on la planifie. On peut même la programmer dans notre interface de déploiement. On sait que c'est à 10 heures, et à 10 heures, on met en place notre varnish, et on va constater, ensuite, c'est des temps un peu plus longs, justement, dans le référencement, que notre site va gagner mécaniquement en trafic parce qu'il sera mieux référencé de par sa performance. Donc c'est un exemple très simple de la démarche DevOps, comment elle peut fonctionner. Et on va maintenant conclure parce qu'il va nous rester après 3 minutes pour les questions que j'espère nombreuses. Je vais laisser Carole conclure, tout seigneur, tout Eh bien, honneur. en 3 minutes, ce qu'on peut dire, c'est que on a vu ensemble que cette méthodologie DevOps était effectivement une méthodologie, mais surtout une façon de travailler, un échange, un partage entre le dev et entre l'ops qui va servir eh bien, tout au long de la durée de vie du projet. Donc, que ça soit sur la phase de migration, que ça soit pour patcher eh bien, un correctif de sécurité très important en moins d'une heure, que ce soit pour aider à la performance d'un site sur une journée ou dans le cadre d'une amélioration continue sur une semaine. Donc, ce DevOps est vraiment sur différents tableaux, différentes mesures et nous accompagne sur l'intégralité des problématiques et de l'optimisation de la performance, puisque dans notre démarche, on va rechercher toujours cette expertise à s'améliorer en permanence pour des sites plus rapide, plus performant et plus sécurisé. Et juste pour terminer cette conclusion, donc on a parlé aujourd'hui beaucoup des sites, mais cette démarche DevOps, elle est aussi mise en application avec les développeurs des applications qu'on peut développer au sein d'Access ou à l'externe avec nos clients. Donc, dès qu'on a du dev et de l'infra, eh bien, on peut utiliser cette démarche DevOps et aussi se dire qu'il n'est jamais trop tard pour mettre en place cette démarche. Effectivement, nous, comme on travaille ensemble sur nos projets communs, on la met en place dès le début, mais un client peut tout à fait progressivement se mettre à cette démarche DevOps et ça sera avec plaisir qu'on l'accompagnera tout au long de son projet. Sylvain, Ouais. si tu as quelques mots pour conclure. Non, j'ai trouvé très bien ta conclusion et effectivement, l'idée, c'est de rappeler qu'on est toujours dans le win-win-win. C'est un peu bizarre comme expression, mais c'est vraiment ça. On a toutes et tous à y gagner dans cette démarche et on a toutes et tous à y gagner de manière pragmatique au niveau de la réduction des coûts, des temps et donc des coûts d'exploitation liés à tout ça. Et voilà, on mobilise plus des expertises et on se tourne plus vers l'avenir. On dort tous plus tranquille. Et le but, c'est qu'on garde notre argent pour l'investir dans encore plus de beaux projets et non pas de maintien de fonctionnement qui ne sert personne, ni le client, ni le dev, ni l'ops. Super, merci beaucoup Sylvain. C'était un plaisir de co-animer ce webinaire avec toi. Merci à J'espère toi, que Carole. Pareil. ça vous a intéressé. On vous met nos coordonnées. Si vous avez des questions précises que vous ne voulez pas forcément poser pendant le webinaire ou pour nous faire part de vos projets, Sylvain et moi restons à votre écoute. Donc, il Et nous reste donc, on quelques va se minutes, garder n'hésitez pas. Ouais. quelques minutes pour les questions. Alors, est-ce qu'on a eu déjà des questions dans le chat? Non, pas de Non. questions dans le chat. Par contre, si vous êtes timide, le chat est le meilleur endroit pour poser vos questions, mais normalement, vos micros ont été réactivés. Ah, ça y est. Alors, on a une première question. Un profil DevOps est-il nécessaire pour une démarche DevOps? C'est une bonne question à laquelle on a partiellement répondu au début. C'est effectivement, en ce moment, on voit beaucoup des annonces, des offres d'emploi qui parlent d'embaucher un DevOps. C'est un peu de ma vision des choses, le DevOps, c'est un peu le mouton à cinq pattes. On veut qu'il fasse tout, le back, le front, l'admin 6, qu'il soit en plus impliqué dans une communauté. Enfin, et en fait,
pour de vrai, c'est des profils comme ça sont très très rares, ils n'existent pas. Et donc, plutôt que d'aller chercher un profil qui va coûter 4 profils Dev et Ops, nous, c'est tout le sens de la démarche DevOps, c'est justement de mettre en place cette démarche, de la partager et pour que chacun puisse se retrouver. Mais on n'a pas besoin d'être DevOps pour faire du DevOps. On a juste besoin d'adopter la démarche. Ça, c'était la première question. C'est ça et si je peux me permettre de conclure, on pourra, voilà, éventuellement faire intervenir aussi sur un autre webinaire, des personnes qui pratiquent, ce métier. Ça va être, comme disait Sylvain, plutôt un état d'esprit, une envie d'apprendre, de partager à la communauté et le DevOps va se faire par l'utilisation des outils, dont Sylvain, nous a parlé. Et donc, nous, on accompagne aussi nos collaborateurs sur les outils qui sont utilisés au sein d'Access. Et merci En pour cette espérant, question parce que Pierre, c'est que tu ouais. es satisfait de notre réponse. Parce qu'elle est effectivement enfin, le cœur du DevOps, c'est ça, c'est de comprendre que c'est pas une compétence propre. Bien sûr que c'est une compétence, mais et c'est vraiment une démarche des outils, des process pour aller dans un sens d'amélioration continue. C'est avant tout un état d'esprit. C'est ça. Super, est-ce qu'on a d'autres questions ou peut-être des points où on est passé rapidement, que vous souhaitez qu'on développe? En tout On cas, espère Carole et vous moi, avoir restons intéressé. joignables. Et si vous avez un projet qui implique du dev ou de l'ops, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse voir comment mettre cette démarche ensemble en place. On sera ravis de vous accompagner sur ce projet. Super et puis, pour conclure, on reste, aussi, ouvert, à toutes vos suggestions, vos idées dans le cadre de la réalisation de nos prochains, webinaires. On a essayé aujourd'hui de balayer un petit peu ce sujet, mais on peut tout à fait, approfondir sur des thématiques. Donc n'hésitez pas à nous partager, ce qui vous a intéressé et ce sur quoi on pourrait, développer pour la prochaine fois. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter, un bon week-end de Pâques. Merci Carole, merci à toutes, merci à tous. Bonne Merci journée et bon week-end Sylvain. Pascal. Au revoir. Merci tout le monde, à bientôt. Au revoir.